Bonjour et bienvenue sur Octogone. Et surtout, bonne année! Bonne année! Bonne année! Lors de l'année 2020, le sujet de la santé mentale a connu une grande notoriété dans les médias. Alors que 2,5 millions de Français souffrent de dépression, il y a toujours un tabou autour de la santé mentale. Mais la dépression n'est qu'une partie émergée et connue de l'iceberg qu'est la santé mentale. C'est donc aujourd'hui le sujet que nous allons aborder avec Sarah et nos invités, Florence, 28 ans, naturopathe. Bonjour Florence. Bonjour. Ainsi que Diego, docteur en psychologie clinicienne, qui nous rejoindra par le biais de vocaux. Et avant de commencer cette petite discussion, nous allons demander à notre invitée Florence son combat ordinaire. Florence, quel est ton combat ordinaire ? Des gens qui marchent sur les pistes cyclables. Je les déteste, voilà. On sent qu'on est à Strasbourg parce que dans les combats ordinaires, il y a beaucoup de trucs sur les vélos. Mais du coup, les vélos qui roulent sur les trottoirs ? Non, ça c'est ok. Ok. Ouais, Est-ce que tu le fais ? Non, enfin, je vous dirai pas. donc Ok. tu es pour la tyrannie des bicyclettes. Tout à fait. Oui, je vis pas à Strasbourg pour rien. Ok, du coup, on va commencer le débat. On a reçu beaucoup de questions et encore une fois, merci à tout le monde. Pour ce débat, donc, on commence d'abord par la première question, très intéressante pour définir un peu les contours du sujet, qui est qu'est-ce qu'être en bonne santé mentale et être en mauvaise santé mentale. Et pour ça, donc, on écoute d'abord Diego. Tout le monde est familiarisé avec la notion de l'OMS qui dit que la bonne santé serait cet état de bien-être biopsychosocial. Or, il s'agit bien d'un idéal, car en réalité, ou en pratique, la médecine moderne occidentale continue de considérer la santé, ou la bonne santé, comme ce qu'on disait à l'époque le silence des organes, c'est-à-dire un peu l'absence d'expression symptomatique de la maladie. La pratique moderne de la médecine consiste en grande partie à supprimer l'expression symptomatique afin de, disons-le, obtenir cet état de bonne santé. Entendez bien les guillemets que je mets dans « bonne santé ». Le chemin classique du soin passe d'abord par l'établissement d'un diagnostic dit objectif de la maladie, quel est le symptôme, quel est le syndrome, quel est le trouble, etc. Et le traitement passe par la suppression de celui-ci, par le moyen le plus adapté, en vue de l'obtention de la guérison. Bien. Dans le domaine psy, les choses sont sensiblement différentes, mais bien sûr en fonction de l'approche qu'on prenne. En psychanalyse, qui est mon domaine d'exercice, on va moins parler de bonne ou de mauvaise santé que de souffrance psychique par exemple. La pratique clinique permet de relativiser complètement les notions de bonne et de mauvaise santé mentale, puisqu'on s'aperçoit très rapidement que la santé est toujours un phénomène singulier. C'est l'affaire d'une personne qui est en souffrance, et quelquefois l'élément dit objectif dont il est question est tout à fait banal. On peut autant recevoir des personnes avec un parcours de vie tout à fait éprouvant, qui se portent plutôt bien, comme on peut rencontrer d'autres personnes où rien ne nous conduirait à croire qu'ils auraient un quelconque vécu douloureux, et qui pourtant, ils sont bel et bien en souffrance. Ce qui est intéressant, c'est lorsque quelqu'un se dit que ce qui lui arrive, donc l'expression de cette souffrance, peut être guéri par la parole. Voilà ce qui est intéressant. Il se dit, tiens, il m'arrive ça. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours la même chose et en quoi ou comment suis-je concerné dans ce qui m'arrive? Je vais consulter. Voilà, donc la santé mentale, vue depuis l'angle particulièrement de la psychanalyse, va concerner un mode de souffrance psychique plus ou moins embêtant dans la vie de tous les jours, mais qui, in fine, est susceptible d'être guéri par le biais de la parole. Donc on s'aperçoit que comment on considère la maladie psychique a quand même son importance. Outre le symptôme qui pourrait être, depuis le point de vue de la médecine moderne, le signe d'une mauvaise santé mentale, c'est la personne en souffrance qui nous intéresse. Car la maladie dont il se plaint et qui le pousse à consulter s'inscrit dans sa vie, dans son histoire psychique et subjective. Au point que, pour certaines personnes, supprimer le symptôme ou l'expression, disons, psychopathologique équivaudrait à supprimer une part d'elle-même. C'est pour ça qu'il est impérieux de garder une certaine prudence et d'inscrire sa pratique professionnelle dans une position éthique claire à l'égard de la souffrance d'autrui. Et il faut aussi faire attention de ne pas entrer trop rapidement dans la logique de la suppression du symptôme, ni le contraire. Donc c'est un exercice de justesse et de réajustement constant, tout en octroyant de la légitimité à la personne qui consulte et qui tente de donner à son vécu la forme d'un récit malgré les apparences du point de vue objectif. La psychanalyse ne prétend pas être une pratique objective, mais plutôt subjective, dans la mesure où c'est le sujet qui est au centre. Et depuis cet angle-là, la notion de bonne ou de mauvaise santé mentale, vous l'aurez entendu, est tout à fait relative. Qu'est-ce que t'en penses, Flo ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Diego sur plusieurs points. Et d'abord, je tiens quand même à dire qu'il y a une énorme ressemblance entre la psychologie et la psychanalyse, et pour le coup, les médecines complémentaires comme la naturo, où le but est de ne pas faire de la symptothérapie. On appelle ça comme ça en naturo. La base de la naturopathie, c'est le causalisme, et donc la recherche de la cause. Et donc, un peu comme dans la psychologie, je pense qu'on essaye de ne pas s'attarder sur une expression symptomatique d'un moment précis, et plutôt de prendre la personne comme un total, en fait, comme un tout, d'avoir Oui. une vision la plus holistique possible. Mais oui, tu pars, comme il me disait, en fait, tu pars de l'anti... Enfin, tu vois, tu vas pas prendre un truc général en disant « Ah, ben, il s'applique à la personne », mais tu vas dire « Cette personne a tel truc, de machin ». C'est ça. Et je pense que c'est aussi important de remettre un peu tout ce qui est symptômes en contexte. Et je pense pour ce qui est troubles de la santé mentale, en contexte socio-culturel. Ok. Parce qu'on n'est pas tous égaux, en fait, face aux troubles de la santé mentale. Et ça dépend aussi des vulnérabilités familiales, mais le contexte culturel et sociétal dans lequel on évolue. Ouais, d'accord. Ouais. C'est lié avec un problème d'accès aux soins aussi, soins psychologiques et... Alors, statistiquement, du coup, une personne sur 4 dans sa vie en Europe aurait un trouble de la santé mentale, et du coup, ça représente 27% de la population européenne. Uniquement 33% de ces 27% auront accès aux soins Ah ouais. dans leur parcours, en fait. Très peu. C'est très, très peu. Et en fait, comme pour beaucoup d'autres pathologies qui sont cycliques ou qui sont chroniques, l'accès aux soins et le diagnostic et par la suite le traitement est vraiment un parcours du combattant. Et je pense que la santé mentale n'est pas, on va dire, à part là-dessus. Donc ça, c'est important de le signaler. Et du coup, encore plus, l'exercice qui doit se faire autour de ces problématiques doit être vraiment minutieux et, à mon sens, peut se faire sous différents angles thérapeutiques. Ouais. D'où le fait qu'on ait choisi un psychologue et une naturo, c'est que on peut penser que ce sont deux modes qui s'opposent, alors qu'en fait, ou même qui n'ont rien à voir, et en fait, finalement, si, quoi. Enfin, c'est complémentaire. Exactement, c'est complémentaire, et je pense que la naturopathie et d'autres médecines dites traditionnelles sont à la base des médecines qui sont complémentaires. Et le but est le même, c'est le ravitaillement un peu de la capacité de résilience des personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale. Ok. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'était intéressant ce que tu disais avec les chiffres, et ça rejoint la deuxième question. Pensez-vous du coup qu'il est moins évident de prendre soin de sa santé mentale lorsqu'on est un homme, notamment pour l'image que ça renvoie sur l'homme? Et pour cette question, on va de nouveau écouter Diego avant de t'interroger toi, Florence. Il est très intéressant de mettre en perspective la notion de santé mentale à travers le prisme du genre. C'est vrai qu'il y a plus de femmes psy que d'hommes psy. Proportionnellement parlant, je crois qu'on doit être à 7 pour 3 ou quelque chose comme ça. J'ai pas forcément les statistiques en tête. Alors, est-ce que ça contribue au fait que les hommes aient plus de mal, ou bien que ce soit moins évident pour un homme de prendre soin de sa santé mentale? Je ne suis pas en mesure de pouvoir établir un lien de cause à effet entre une chose et l'autre. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de prise de soin, prendre soin de sa santé mentale. Depuis très longtemps, la notion de prendre soin, ou du take care, l'anglicisme qui est connu de tous, est une notion qui est liée à la féminité. Je m'explique. Traditionnellement, les dites caregivers, ou les personnes qui prennent soin, eh bien ce sont souvent, ou le plus souvent, ce sont des femmes. Que ce soit à travers les gestes classiques de type maternage, des personnes du coup qui prennent soin des tout-petits, ce sont des femmes. On appelle ça le maternage, et on n'appelle pas ça le paternage. Alors qu'on pourrait bien l'appeler comme ça, mais bon. Et puis il y a aussi les infirmières, les sages-femmes, etc., etc. Donc la notion de prendre soin est une notion qui semble s'accommoder, socialement parlant, à la dimension féminine de l'humain. Voilà, alors, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'homme et comment l'homme prend soin de sa santé mentale? Encore une fois, c'est difficile à établir un lien de cause à effet, et encore pire, c'est aussi difficile à affirmer qu'à infirmer. En revanche, si l'on considère que prendre soin est un acte qui, socialement parlant, est attribué à la femme, on sait même depuis Freud, particulièrement, qu'il semble exister dans nos sociétés dites patriarcales un mouvement de refus, voire de rejet du féminin. Par voie de conséquence,
toutes les tâches qui sont traditionnellement attribuées aux femmes tombent dans ce piège. Il convient donc de rappeler que c'est bien le rose qui est la couleur taboue, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si une petite fille porte du bleu, ça passe, mais si un garçon bien ancré dans ses clichés porte du rose, et voilà quelque chose qui est un peu répréhensible quelquefois. Alors par conséquent, si prendre soin est une tâche traditionnellement rattachée à la femme et au féminin, et si l'on est face à un homme qui est bien ancré dans ces stéréotypes et qui considère que s'engager dans un acte dit féminin est répréhensible, eh ben, on pourrait se dire qu'il aura peut-être un peu plus de mal à se lancer dans un travail de la sorte, hein, en toute logique. Donc, comme c'est dit dans la question même, c'est une affaire de représentation, donc de l'idée que l'on se fait du masculin et du féminin. Et aussi la place qui est donnée au mode de souffrance de l'individu, quel qu'il soit, homme ou femme. Il faut peut-être se dire que le classique « Boys don't cry » pose bien plus de soucis qu'il ne propose de solutions en réalité. Mais quand on tient compte du comment l'humain se constitue, comment il forge son identité au sein d'un groupe, alors il n'est pas étonnant qu'il y ait des dérives. Ces dérives qui conduisent un peu aux filles de sublimer leurs pulsions actives pour se consacrer aux tâches intellectuelles, aux délicates, etc., etc., et aux garçons d'exprimer à fond leurs pulsions actives. Ce sont des clichés qui, malencontreusement, sont toujours actifs dans la société et qu'il faut trouver le moyen de les déconstruire dès qu'on a l'occasion. Tu rejoins Diego sur cet avis, Florence ? Alors oui, j'ai un peu l'habitude de dire que les hommes sont tout aussi victimes du patriarcat sur plein de sujets que les femmes. Et effectivement, je pense que quand on grandit dans un contexte où les paroles qui sont utilisées pour nous définir, c'est être fort, ne jamais pleurer, pouvoir tout le temps s'adapter à tout, je pense qu'il doit être très très difficile d'entamer une déconstruction nécessaire à un cheminement vers la consultation, par exemple. Oui. Et je pense que autant il y a effectivement plus de femmes psy, autant il y a plus de femmes aussi qui consultent. Et ça, c'est le cas. Et j'ai presque envie de me demander si ce n'est pas le cas dans tous les aspects de la santé. Et du coup, ma question qui est un peu ouverte, est-ce que les hommes prennent moins bien soin de leur santé que les femmes, de manière générale, que ce soit sur le plan physique que sur le plan psychique? Moi, je pense que oui, parce que, après, c'est qu'un avis, mais tu as tout le côté aussi gynécologique, par exemple, où on vous incite à y aller très fréquemment, alors que nous, d'aller voir des urologues ou des spécialistes, Tout à fait, on ne oui. dit jamais, et on s'en fout limite, quoi, en fait. On fait rarement cette démarche, alors qu'elle est tout aussi importante. Je pense, oui, tout à fait. Je pense aussi que tant qu'on continue de définir un peu le être malade, entre guillemets, comme étant une faiblesse, on éloigne les hommes de la consultation. Parce que forcément, ça voudrait s'assumer dans cette faiblesse-là, dans ce rôle de victime. Oui. Et alors, il suffit tout simplement de se responsabiliser vis-à-vis de sa santé et d'être conscient qu'on a tous un capital santé qui est différent les uns des autres. Oui, et notamment du coup la santé mentale où effectivement, c'est ce que disait Diego au début. Au final, même quelqu'un qui a subi énormément de problèmes peut très bien s'en sortir, contrairement à quelqu'un qui n'en a subi aucun, qui peut être complètement, entre guillemets, vraiment déséquilibré mentalement parce qu'il n'a pas envie d'en prendre soin, parce qu'il n'a pas de raison d'aller mal. Et donc, vu qu'il n'y a pas de symptômes ou de cause à ça, il se dit, non, je ne suis pas légitime à y aller. Et c'est peut-être rajouté avec le fait qu'on soit un homme, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils face à ça, on n'a pas tous le même terrain, on va dire, et la même capacité de résilience. Après, je pense effectivement qu'il y a des facteurs de risque aussi qui sont à prendre en considération. Dans les facteurs de risque de la santé mentale, il y en a plusieurs. Il y a le fait de vivre un événement traumatique, un décès. Il y a également le fait d'être au chômage ou tout simplement le fait d'être une femme et d'accoucher potentiellement une fois dans la vie, qui potentiellement peut provoquer aussi des dérèglements hormonaux chimiques qui vont engendrer derrière des troubles de la santé mentale. Alors, pour rappeler juste les troubles de la santé mentale, il faut aussi arrêter de les stigmatiser, c'est pas un poids, quelque chose qu'on va porter avec ça à vie. Il y a souvent une notion cyclique derrière le trouble de la santé mentale. Ouais. C'est pas parce qu'on fait une dépression une fois dans la vie qu'on est constamment en état dépressif. Et je pense que c'est important aussi de le dire. Ça permet déjà de le déstigmatiser, de le naturaliser et de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Ouais. Oui, c'est vrai que tu peux vivre avec la santé, avec des problèmes de santé mentale. Comme tu peux vivre avec des problèmes de santé tout court. Tu peux vivre avec un diabète, tu peux vivre avec n'importe quoi. L'important, c'est de savoir ce que tu as, d'accéder aux soins, au diagnostic et à celui qui te convient le mieux.
Moi, par contre, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Diego qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion du care. Pour moi, c'est une notion qui est super importante quand on parle de genre. Et je tiens juste, petit contexte historique, à préciser qu'elle a été définie pour la première fois en 1982 par une psychologue américaine née Carol Gillian. Donc cette notion, elle est historiquement associée à des activités domestiques, ménagères, qui se transcrivent aujourd'hui dans des métiers qui sont indispensables au bien-être collectif. Donc ces métiers indispensables, on les a beaucoup vus pendant le Covid, les caissières, les infirmières, les soignantes, à 80% occupés par des femmes. Donc il faut aussi, je pense, dans ce contexte actuel, en 2022, se souvenir que, vu qu'on n'est pas toujours encore sorti de la crise du Covid, penser aussi un petit peu à ces personnes qui ont vu leurs moyens de travail se dégrader et qui, en fait, la notion du care, c'est pas prendre soin, c'est s'occuper des autres de manière générale. Et du coup, c'est se délaisser dans cette occupation des autres. Et donc, autant oui, les hommes n'ont peut-être pas accès parce qu'ils n'osent pas, parce que c'est plus tabou pour eux, mais autant les femmes ont d'autres charges, notamment la charge mentale, et je pense qu'on y reviendra, d'autres motifs de délaissement et souvent au détriment de leur santé mentale. Bah, c'est ça, et c'est vrai que la charge mentale, c'est un gros sujet de la santé mentale en général, puisque, comme tu le dis, ça concerne notre santé, mais aussi celle des autres dont on essaie de s'occuper en tant que femme. J'ai l'impression que beaucoup plus pour les hommes. Et du coup, effectivement, on avait cette question. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette fameuse charge mentale. Quelle définition pourrait-on mettre derrière cette expression? Et comment la charge mentale pèse-t-elle sur la santé mentale? Du point de vue de la sociologie, voilà, la charge mentale est associée à l'ensemble de choses que la personne doit faire. Et du coup, ça va attirer toute son attention. Le fait de dire, voilà, je dois faire ci, ensuite cela, et par la suite quelque chose d'autre. Et bien évidemment, cela va avoir une incidence sur ce qu'on appelle la disponibilité psychique de la personne. Je parle de personne, alors qu'en réalité, le plus souvent, on associe la charge mentale à la femme. Voilà. Ce qui veut dire la femme au sein d'un couple et au sein d'une famille. Alors, elle n'a pas le temps de se consacrer à soi-même ou bien elle se consacre beaucoup trop à autrui ou à l'équilibre du ménage. Alors, je dois aller chercher l'enfant à l'école, ensuite l'emmener chez la pédiatre, ensuite aller faire les courses, ensuite cuisiner, ensuite ci, ça, etc. Bah, du coup, la personne est en surménage, n'est-ce pas? Et je ne crois pas que tout cela soit associé à une quelconque forme de plaisir. Donc, si cet état d'esprit persiste, eh ben, on a plus de chances d'en pâtir, de souffrir et d'en subir les conséquences et de connaître un état que l'on décrit à quelque chose près comme le burn-out ou peut-être une sorte de burn-in. Donc, il est important d'essayer de trouver le temps, de se donner du temps pour le plaisir et surtout essayer de mettre en place une forme de lâcher-prise. Or, on sait bien que les réalités sont quelquefois difficiles à revertir lorsque des comportements comme celui-ci sont en lien avec une dynamique de couple ou une dynamique de famille. Il convient donc à l'homme de prendre la place nécessaire pour que ce ne soit pas toujours à la femme de faire à sa place. Et pour un peu parler d'un cliché, si l'homme veut lancer une machine, eh ben, ce serait bien aussi qu'il achète la lessive et qu'il étende le linge après, n'est-ce pas? Et que ce ne soit pas à la femme de s'occuper de tous les à côté de la vie, qui, d'ailleurs, le plus souvent, sont invisibilisés. Toi, la charge mentale au niveau de la naturopathie, Alors, au niveau de la naturopathie, au niveau aussi du féminisme, parce que je ne peux pas ne pas me positionner par rapport à ça là-dedans, parce qu'effectivement, du coup, si c'est défini comme étant un devoir, enfin des pensées qui sont simultanées, des choses différentes qui se séparent à la base physiquement, qui se rejoignent, ce poids-là, en fait, cette confusion-là, elle est effectivement, on la voit plus chez les femmes. Et on l'a vu, par exemple, encore une fois, je reviens à l'exemple du Covid, les femmes qui ont fait du télétravail et qui, en même temps, ont fait les devoirs à la maison, ont fait les tâches ménagères, ont fait tout ça. Alors, en tant que naturo, pour moi, la charge mentale, elle est intrinsèquement liée à la notion de stress, particulièrement la notion de stress d'anticipation. Donc, le stress,
quelque chose qui est aussi ancien que notre propre existence. À la base, c'est un atout principal de notre survie. Il faut savoir que le stress nous a toujours permis de réagir face à un danger, c'est-à-dire face à un prédateur. Donc ça nous permet de créer cette réponse de fight ou flight, comme on dit en anglais, donc de combat ou fuite. Donc à la base, c'est quelque chose de positif. Ouais. Il se peut après que le stress s'est développé d'une façon qu'il ne suffit pas simplement d'être en contact avec un prédateur, mais de le visualiser pour générer un stress dans notre corps. Quand on est stressé, notre corps va, par un stimulus neuronal, activer ce qu'on appelle le système nerveux orthosympathique. Ce système nerveux, il va générer différentes choses physiologiquement sur notre corps au moment du stress, comme par exemple une accélération du rythme cardiaque, il va fermer nos sphincters, augmenter la taille de nos pupilles, etc. Différentes choses, mettre en pause en fait toute réaction secondaire, le système digestif, etc. Mettre en pause tout ce qui est secondaire pour pouvoir justement se focaliser sur ce danger. Le problème, c'est que là, le danger n'existe pas. Il est d'anticipation. Et c'est ce qu'on appelle le stress d'anticipation. Et je pense que celui-ci est vraiment propre à la santé mentale. De devoir se dire, j'ai ça, ça et ça à gérer, ça nous produit un stress. Et si bien le stress est historique, existe et existera toujours, et qu'il n'est pas mauvais en soi, le problème, c'est quand il est pathologisé. C'est la pathologisation du stress. Tu veux que je le refasse ? Non, c'est très bien. D'accord. La pathologisation du stress qui, effectivement, crée des problèmes sur notre santé physique et psychique. C'est la surexposition, c'est la suradaptation à une réalité qui, à la base, ne devrait pas être stressante. C'est un peu comme si le stress était déréglé, quoi. Il est naturel, mais là, il est complètement déréglé. Et... C'est ça. On appelle ça le e-stress et le distress, le mauvais ou le bon stress. Le stress en soi n'est pas problématique. C'est la surexposition au stress qui l'est. Et tu penses que la charge mentale, ça a une vocation à vraiment être reconnu au niveau médical, ou ça va juste rester un terme parce que le burn-out, à une époque où tout le monde disait oui, il a fait un burn-out, c'était rien, tout le monde s'en foutait. Alors que maintenant, c'est vraiment reconnu. Oui, c'est reconnu, effectivement. Alors, j'espère, mais je pense que vu que c'est encore une fois très associé au féminin, j'ai un peu peur qu'on n'y soit pas vraiment sur la reconnaissance. Alors que le burn-out, je pense que statistiquement, ça atteint à peu près tout le monde de la même façon. La charge mentale, c'est bien plus féminin. Malgré cela, je pense que c'est un élément qui est pris en considération quand on essaye d'établir un diagnostic, quand on essaye justement, on revient sur cette idée de recherche de la cause. Et si un praticien de santé, peu importe lequel, est dans cette optique-là, c'est un élément qu'il se doit de prendre en considération. Et du coup, selon vous, à quoi est due cette différence de traitement entre santé physique et santé mentale, alors que les deux sont intrinsèquement liés ? La distinction, la différence de traitement de notre société entre la santé physique et la santé mentale, déjà, il y a une base historique sur le fait que ça vient s'appuyer sur des préceptes très anciens, entre le mens sana in corpore sano, en passant par la dichotomie cartésienne entre la pensée et le corps, et puis tout ce qui se suivit, qui a d'ailleurs été longuement étudié par Michel Foucault. Donc du coup, il y a un aspect historique de la chose, par le fait que l'homme ou nos sociétés modernes occidentales ont mis en place des dispositifs, y compris des dispositifs disciplinaires, donc des disciplines scientifiques ou philosophiques qui voient ou qui conçoivent la santé d'une façon en particulier et non pas d'une autre. Foucault montrait très clairement que, par exemple, la santé mentale, si celle-ci elle a été associée à la médecine du corps, on va dire, c'est presque par hasard, on dirait. Ça n'a pas toujours été lié à la médecine du corps. Je ne pourrais pas résumer Foucault en 10 secondes, bien évidemment. Ensuite, il y a aussi une affaire de légitimité des acteurs et de santé physique et de santé mentale. Les médecins ont une meilleure réputation que les psys. Ça, c'est indéniable, n'est-ce pas ? Il n'est pas rare d'entendre un psy et de croire que c'est un charlatan, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a aussi la conception presque épidémiologique de la chose, de se dire que cette santé centrée sur le corps, sur la physiologie et sur la biochimie
qui est bien plus objective, puisque le corps est pris comme objet scientifique, eh bien, elle est porteuse de beaucoup de progrès, on peut dire. On vit plus longtemps et on sait soigner. On sait soigner certaines maladies, on sait comment les soigner, comment les prendre en charge, comme on dit, comment les prendre en soin, pour être plus précis. Alors que la santé mentale est encore, toujours et encore associée peut-être à la folie, à ce qui ne va pas, aux déséquilibrés, à tous ceux qui sont des marginaux et qui n'ont pas eu peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'efforts, qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts pour s'adapter à une société qui est en elle-même un peu malade, certes. Et puis il y a aussi quelque chose de lié à la santé mentale, c'est que celle-ci n'est pas objective. Il n'y a pas nécessairement de signes visibles de santé mentale. Donc elle est fortement perturbante. Et elle nous dérange. Et c'est pour cela que, au cours de l'histoire, les expressions de folie ont souvent été exclues, rejetées. On les a foutues dehors. Et puis, comme on a brûlé les sorcières, on peut dire, qui bien évidemment n'étaient pas des sorcières, on le sait bien. Du coup, étant donné que tu es naturopathe et donc sorcière... Merci, c'est un compliment. Ça ne devrait pas. Si. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit sur les réputations, en fait, sur les médecins, tout ça, justement, la vanne vient de là, parce que, bah ouais, les naturopathes ou toutes les médecines alternatives, enfin dites alternatives, sont vraiment vues comme des trucs un peu, de déviants, quoi. Un peu sectaire. Un peu sectaire. D'ailleurs, exactement. la naturopathie est toujours considérée dans la liste des sectes. Non, mais voilà, tu vois, c'est... Et même la psychiatrie, un peu. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on parlait même dans les années 2000, du coup, on parlait encore de certains psychiatres comme il dit, des charlatans, ou faut pas aller les voir parce que certains te prescrivent des médicaments comme ça, machin. Ouais. Il y avait des gros comment ça s'appelle, des gros préjugés sur les psychiatres et les psychologues. Et ça touche que le corps de métier où on va s'intéresser à la santé mentale. Mais c'est un peu une façon aussi de diviser, on va dire, que de se mettre constamment en opposition, psychiatre et psychologue d'un côté, ne serait-ce que sur ça. Ils sont pas d'accord sur la définition de santé mentale, sur l'origine de la santé mentale, sur le traitement. C'est difficile de s'y retrouver, ça de toute évidence. Après, je pense que ce que dit Diego est très intéressant, et moi je pense qu'une grande différence et un peu un tabou, c'est aussi la psychiatrisation à outrance. Je pense que ça parle à tout le monde quand on parle d'électrochoc dans les années 20, dans les années 30. Voilà, c'est cette pratique historique de la psychiatrie qui, heureusement, ne se fait plus. L'électroconvulsiothérapie, ça s'appelle. Ces pratiques-là, elles ont toujours été faites sur certaines minorités. Les femmes parce qu'elles étaient hystériques, les homos parce qu'ils étaient malades, les personnes souffrant de dysphorie parce qu'ils étaient doublement malades. Enfin, voilà. Dysphorie, c'est dysphorie de genre. Ah d'accord, oui, pardon. Ok, ouais. Donc, on a toujours préféré enfermer ces personnes plutôt que de réfléchir à comment les intégrer dans la société. Et du coup, ça permet vraiment de faire une distinction, parce que ça nous fait peur. Ça marginalise. C'est ça. C'est l'exclusion, du coup, qui a été vraiment principale dans la psychiatrie pendant longtemps. Et je pense qu'il faut l'admettre que la psychiatrie est en train de revenir là-dessus. Ouais. Ça s'ouvre de plus en plus. Après, c'est clairement le petit frère pauvre aussi... de la médecine qui n'a pas les moyens en termes de budget et autres, particulièrement en France. Je pense qu'il faut aussi remettre dans le contexte, tous les pays n'ont pas la même approche de la santé mentale. Ouais. Diego, pour le coup, qui est argentin, vient d'un pays où il y a le pays qui a le plus de psychologues pour habitants au monde. Ah ouais. Et du coup, c'est en Argentine, ne pas voir un psy, c'est comme en France, ne pas prendre soin de sa santé buccale. Enfin, c'est extrêmement mal vu. Et du coup, c'est aussi peut-être important de naturaliser le prendre soin. Prendre soin de soi et prendre soin aussi de sa santé mentale. Oui, parce que ça fait partie de soi. Et au contraire, ça part de là, en fait. Il y a aussi ça. Peut-être comprendre que y a des maux physiques qu'on a qui partent du corps. Tout à fait. De la tête. Et c'est finalement, heureusement qu'il y a cette notion de symptomatique, parce que sinon, c'est extrêmement silencieux comme handicap. Les troubles de la santé mentale, la plupart des symptômes, l'angoisse par exemple. Il y a une chanson de Pomme, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle L'Anxiété, qui parle, faudrait que je retrouve les paroles exactes. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, vu que c'est un mal
qui se voit pas, c'est Qui est compliqué silencieux. de le prendre. Et c'est pour ça, comment on peut aborder ce sujet avec les plus jeunes, collège, lycée, à des fins de prévention, mais aussi de dédramatisation. Parce que tu le disais toi-même, en plus, ce côté, on en a fait des tonnes à une certaine époque avec tout ça. En matière de prévention, auprès des plus petits, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Déjà, on peut se mettre à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, par le biais de la parole comme par le biais du jeu. Et on peut aussi les inciter à en parler, à parler de ce qu'ils ressentent, à parler des émotions qu'ils peuvent ressentir et du vécu. Parler de leur vécu, de leur vie quotidienne, puisque les enfants particulièrement subissent beaucoup de pression actuellement, de la part de l'entourage, entourage familial, scolaire, social. Et très souvent, c'est cette pression-là, ce stress, qui est vécu d'une forme, disons, passive, on le subit. Il est important du coup de pouvoir prendre le temps, et comme on dit, de se donner les moyens de transposer le vécu en mots, de donner à ce vécu une forme de récit, passer le vécu à un mode plutôt narratif, puisque finalement, les seules ressources que l'on peut avoir pour affronter aussi bien l'avenir que son propre passé, c'est un peu de se la raconter. Voilà. C'est en donnant, en donnant des formes de causalité, en disant ah oui, j'ai vécu cela, ou c'était peut-être ça, ou c'était à cause de ça, ou parce que ceci. Ce n'est peut-être pas juste du point de vue objectif, mais peu importe. Ça a sa justesse du moment où ça prend un sens donné pour la personne qui se la raconte. Et la même histoire, le même vécu sera très probablement décrit d'une façon sensiblement différente quelques temps après. Alors bien sûr, le vécu va rester toujours le même, mais c'est la perception du vécu qui change. Donc l'important, c'est toujours de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, encore une fois, afin que ces souvenirs ou que ce que nous avons vécu de cette expérience ne nous reviennent pas trop vivement, mais que nous puissions les amadouer grâce aux mots. Et de cette manière, on pourra transformer, comme dit la formule classique, un peu cliché, les mots en mots. Les mots M-O-T-S, voilà, les M-A-U-X, les transformer en M-O-T-S. Donc pour synthétiser, on peut dire aux enfants qui peuvent se sentir légitimes de sentir ce qu'ils ressentent, qui peuvent en parler, et qu'ils auront toujours quelqu'un qui sera là à leur écoute, et surtout qu'ils auront le droit de se la raconter. De façon ludique, toi, comment tu verrais un peu la façon d'en parler aux enfants ? Peut-être commencer par le langage, je pense, pour se déstigmatiser, faire comprendre que traiter les gens de fous, de cinglés, de tarés, ça n'aide pas en fait. Oui, là-dessus, ouais. Bonne première étape. Ouais. Mais c'est pas une insulte, quoi, c'est un état. Oui, c'est péjoratif, quoi. Oui, non, dans le sens où c'est pas une insulte, dans le sens où c'est trop fou, c'est pas une insulte. Oui, c'est ça. Ça devrait pas l'être. Plutôt, en fait, ce serait un peu comme... et puis, ce que dit Diego, il y a un peu cette notion de... On dit toujours aux gens qui sont atteints de troubles de la santé mentale, tu pourrais faire un effort. Est-ce qu'on dit ça aux gens qui sont en chimiothérapie ? Waouh, non. Oui. Voilà. En fait, si on fait cette comparaison-là, très vite, on voit à quel point on tombe dans un truc très, très culpabilisant vis-à-vis des gens qui ont des troubles de la santé mentale. Oui, c'est limite, tu fais pas d'effort. Oui, c'est ça. Okay. Alors que c'est pas une question d'effort, c'est une question de maladie, c'est une question de dépression, c'est une question d'anxiété, et ce n'est pas une question de choix, une question de vouloir attirer l'attention. Ouais. Et donc, je pense que déjà, expliquer ça aux enfants, pour qu'ils se sentent légitimes d'en parler, être à l'écoute, une écoute attentive et bienveillante, et essayer de trouver les bons moments, les bons mots, et d'être dans un espace le plus safe possible. Ouais. Pour la prévention aussi, je vais prêcher ma paroisse de naturo. Je t'en prie, t'es là pour ça. Il y a quand même plein d'outils aussi qui sont complémentaires aux médecines allopathiques, telles que l'alimentation, la phytothérapie, la nutrithérapie, tout ce qui est carence. C'est plus que prouvé que tout ce qui est carence, par exemple, en vitamines du groupe B, ça va, on va dire, quand il y a une dépression qui est déjà installée, ça peut la potentialiser. Ah ouais. Ou qu'un traitement en zinc à côté de traitement antidépresseur peut effectivement améliorer la molécule du traitement antidépresseur. Bon, tout ça n'est pas un conseil médical, hein, loin de là. Le but, c'est d'être complémentaire, mais de se dire aussi que pour ceux qui ne se sentent pas de tout de suite tomber dans cette démarche médicamenteuse, en prévention, en tout cas, il y a vraiment plein de choses à tester, ne serait-ce que dans la gestion du stress, l'hypnose, la sophrologie, des choses comme ça, et aussi en naturo, phytothérapie, alimentation et micronutrition. Et ouais, et alors, question ouverte un peu, mais est-ce que tu penses que par exemple, des enfants
ce serait une bonne chose de leur expliquer un petit peu les terrains. Tu parlais de terrains à risque, tu sais, est-ce que ce serait une bonne chose justement ce truc de leur expliquer, si vous préférez être tout seul dans votre chambre, si l'approche des autres vous fait peur et parler en public vous fait peur, pour la glossophobie par exemple, ou des choses comme ça, est-ce que voilà, peut-être leur expliquer qu'il y a des causes, que c'est généralisé, ils sont pas tout seuls, parce que je pense qu'il y a ça aussi dans les enfants, c'est que vu qu'ils en parlent pas, et ben ils se sentent, ils ont l'impression que c'est que eux. Et leur expliquer que ça existe en fait et qu'il y a même des mots pour ça. Oui, tout à fait. Qu'ils ne sont pas seuls, qu'on revient à 27% de la population en Europe, ce qui est énorme. Et ça reste en Europe, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres chiffres dans d'autres lieux du monde défavorisés. Mais à mon avis, c'est plus important. Après, le problème à double tranchant ici, c'est que souvent les enfants, et je pense particulièrement aux adolescents, c'est déjà une période suffisamment complexe qui tend naturellement, vu de l'affirmement du caractère, à l'isolement, et donc pouvoir accéder en fait à des outils ou à des communications, etc., si elles ne se font pas par les parents ou dans des milieux scolaires, il faut trouver en fait. Je pense que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. Faut-il se renseigner correctement en fait. Et franchement c'est super cool, il y a de plus en plus de comptes Instagram sur l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires, les troubles borderline, etc. Et j'invite en fait tout le monde, ne serait-ce que à se renseigner sur quels sont les différents troubles de la santé mentale, qui ne sont pas tous les mêmes, et comment on peut les aborder avec les plus jeunes. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'étais allé voir une spécialiste, je sais plus trop ce que c'était, peut-être une hypno ou je sais plus quoi. Et c'est vrai que j'avais hyper honte et je voulais que personne le sache parce que je voulais pas être un fou. Et alors du coup, j'y suis allé qu'une fois, mais c'était pas suffisant. Mais ouais, j'avais trop peur d'être le seul à voir ça et de visiblement. Ce n'est pas invisible dans le cas d'Albert. Ça va, hein. Ça va. Ouais, moi dans mon entourage petite, ceux qui allaient chez le psychologue, c'était des fous. Des enfants à problème, quoi. C'est ça, c'était les enfants à problème, ou alors tu sais les mamans malheureuses ou les trucs comme ça, elles étaient pas juste malheureuses, elles étaient malades en fait, ou les parents en général. Et c'est vrai que oui, c'était super mal vu et j'ai senti la transition autour de moi entre le côté c'est banal d'aller voir un psy, mais parce qu'en fait plus on grandit, enfin j'ai cette impression, vous me dites ce que vous en pensez, mais plus on grandit, plus on en a besoin, parce que on a accumulé trop de choses et que voilà, et plus en fait dans ton entourage il y a tout le monde. Enfin moi je connais très peu de personnes qui n'ont jamais consulté de leur vie, que ce soit un psy, une hypno ou quoi que ce soit. Enfin c'est la plupart des gens que je connais sont déjà allés consulter un spécialiste pour leur santé mentale. Alors, il n'y a aucun mal à ça, hein, finalement. Il faudrait prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin, encore une fois, de sa santé buccale ou d'autres aspects de sa santé. On va chez le gynéco tous les 2-3 ans. Il faudrait se dire que potentiellement, il faut aussi voir un psy une fois de temps en temps, faire un check-up, voir où est-ce qu'on se positionne. Est-ce qu'on se sent bien avec notre santé mentale ? Est-ce qu'on se sent en équilibre avec nous-mêmes ? Est-ce qu'on est satisfait avec tous les aspects de notre santé ? Et dans ce cas-là, ne pas hésiter à consulter. Il n'y a rien de honteux, en fait. C'est juste humain. C'est tout. Oui, mais c'est ça, et ça... Ouais. Vas-y. Non, je veux dire aussi rendre plus large le remboursement des soins psychologiques, enfin même des consultations. Mais bon, après, ça dépend pas de nous, mais... justement, ça rejoint la question que j'allais poser, du coup, qui était à quel point estimez-vous que la santé mentale et la santé physique sont liées ? Comment peut-on expliquer que la santé mentale soit une santé de second plan, alors que l'OMS explique clairement qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale ? Avec donc ce que tu viens de dire, Albert, moins de remboursement pour les médecins agissant sur le psychique, l'Ayurveda ou l'homéopathie, par exemple. À quel point estimez-vous que la santé mentale et la santé physique sont liées ? À tous les points. Ça me fait penser à une citation d'un vétérinaire du 19e siècle qui était expert en équidé. Et alors, il disait « Un enfant sait très bien faire la différence entre un cheval et un âne. Pour ma part, je ne sais pas trop où commence l'âne et où finit le cheval. » Je dirais à peu près la même chose au sujet de cette question. La santé, ou bien le psychisme et le corps physique, ils sont indéniablement en lien. Il y a un lien. En psychanalyse, on parle en termes de pulsion. C'est un concept qui a été forgé par Freud pour parler justement de ce point de contact qu'il y a entre la chair et ce qu'il appelle le corps psychique.
Donc, ce que de cette chair est recouvert par le langage, par le fait de vivre en communauté. Donc, il y a beaucoup de points de contact entre le psychique, le symbolique, les mots, l'histoire, et le corps le plus réel, hein, la physiologie. Je prends d'ailleurs pas très souvent le même exemple, c'est que c'est quand même drôle que des fois quand on voit quelqu'un qui pleure parce qu'elle est en train de raconter un souvenir douloureux, bah ce souvenir n'a peut-être rien de physique ou de réel, c'est un souvenir, c'est une histoire, ou c'est un récit, ou des images qui lui viennent dans son esprit, et pourtant les larmes sont bien vraies, hein. Donc du coup, il y a quand même un lien qui est absolument indéniable entre une chose et l'autre. On revient pour moi à cette idée de stigmatisation et de séparation en fait entre l'un et l'autre, et à se dire que quand on a un problème de la santé mentale, on est faible, on est vulnérable, et quand on a un problème de la santé physique, bah c'est pas de notre faute, quoi, c'est la malchance, alors que c'est tout aussi multifactoriel l'un que l'autre. Ouais. C'est pas que ne pas prendre soin de soi, c'est pas que ne pas vouloir faire d'efforts, c'est pas que ne pas se nourrir correctement ou faire du sport ou arrêter de fumer, c'est plein d'autres choses. Ouais. Et c'est aussi, encore une fois, je le répète, un contexte socioculturel. Petite question, juste un détail. C'est quoi l'Ayurveda? En fait, il y a 3 médecines dites traditionnelles. La médecine tibétaine, la naturopathie, qui est plutôt un courant anglo-saxon, et l'Ayurveda, qui est, on va dire, le courant qui a son origine en Inde. D'accord. Voilà. Ok. Il y a aussi la médecine traditionnelle chinoise, qui est très importante, Ouais. je ne peux pas ok. oublier. L'Ayurveda se fait de plus en plus connaître, et ça reste très complémentaire. Ça a vraiment un autre usage pour lequel je pense qu'en tant qu'Européens cartésiens, on a un peu plus de mal, comme la médecine traditionnelle chinoise. Et je pense que c'est aussi pour ça que la naturopathie fonctionne tellement bien aujourd'hui, c'est que ça reste très chimique. La phytothérapie, c'est de la chimie, quoi. C'est pas de la sorcellerie. Okay. Alors que la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, qui partent sur des principes d'énergie dans le corps, qu'il faut, on va dire, réguler, est un peu plus complexe d'un point de vue cartésien à comprendre. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas sur certaines personnes. Et du coup, selon vous, pourquoi la santé mentale reste encore tabou? Pourquoi la santé mentale est-elle toujours taboue? Eh bien, il y a certainement plusieurs facteurs qui contribuent à un tel constat. Je ne les connais certainement pas tous. Alors, il y en a certains que je peux énumérer, parmi lesquels celui qui me semble le central étant le fait que la santé mentale est trop rapidement associée à la folie, à la bizarrerie humaine, à ce qu'elle a d'incomprise ou à ce qu'elle a d'intolérable. Et traditionnellement, on s'est quand même occupé de leur laisser une place marginale aux personnes souffrantes de ce type de conditions, comme on dit. Donc, d'abord parce qu'on ne comprend pas, on ne le comprend pas. Et puis, comme on ne le comprend pas, ça nous fait peur. Et quand quelque chose nous fait peur, une des premières réactions, et attention, c'est une réaction saine, c'est bien de se protéger contre cela. Nos sociétés, et je crois que ça traverse toutes les sociétés, ont toujours réservé une place d'exclusion à la folie ou à celui qui était porteur de folie, sauf un certain nombre d'illuminés qui ont dominé le monde et qui ont commis des atrocités, on sait bien. Et on peut dire qu'en matière de santé mentale, ils n'étaient pas tip-top, n'est-ce pas? Donc, dans la mesure où la santé mentale est associée trop hâtivement à une forme de folie ou à une forme de dérangement, elle peut laisser paraître une forme de vulnérabilité ou de fragilité, et ce ne sont pas forcément des valeurs ou des attributs qui soient, encore une fois, valorisés par notre société moderne, centrée sur le productivisme et sur l'épanouissement personnel. Dès lors, tout ce qui vient faire obstacle et à l'épanouissement et à la productivité tombe un peu dans ce trou un peu que l'on appelle un peu tabou, mais c'est le trou des non-dits, un peu une sorte de trou noir dans lequel on y fout tout. Voilà.
Donc toi, tu as d'autres explications du fait que ce soit tabou, ou est-ce que tu trouves qu'au final, c'est pas si tabou que ça Si, je pense que ça reste extrêmement tabou et je pense que, comme disait Diego, ça fait peur. Et je pense que aussi, je pense que le cinéma, la littérature, la culture de manière générale a aussi alimenté cette espèce de folie. Vous voyez, le fou qui sort toujours d'un asile, l'asile étant le terrain parfait pour faire un film d'horreur. Je pense que voilà, il y a aussi un peu de ça. Et souvent, quand on dit fou, quand on dit atteinte de santé mentale, on pense tout de suite à la psychose. Ce dérèglement du comportement qui peut engendrer des violences. Alors que la psychose, c'est même pas 1% de la population mondiale. Et que les personnes qui ont des crises psychotiques, qui peuvent effectivement devenir violents, ne vont rarement passer à l'acte. Okay. En fait, il faut, je pense aussi, arrêter d'associer troubles de la santé mentale psychotique, dans ce cas-là, avec comportement à risque qui finit, par exemple, en incarcération. C'est pas nécessairement le cas. Mais quand vous prenez, par exemple, des journaux, des médias, des choses comme ça, la première chose qu'on dit, c'est il était fou, il a eu une crise de folie, il était dérangé, il était instable, il a tué quelqu'un, etc. Il faut, je pense, être responsable, en fait, quand on parle de santé mentale. C'est clair. Ouais, c'est forcément plus impressionnant quand une personne est atteinte de psychose et passe à l'acte, parce que forcément, c'est ce grand mal qui surgit d'un coup. Après, ça doit être terrible, hein, c'est des intenses perturbations de la santé, des émotions, du comportement, avec des hallucinations visuelles, auditives, mais ce n'est pas toujours en fait ce qu'on voit dans les films. Et encore une fois, je pense qu'il faut déconstruire nos idées qu'on a acquis depuis des années sur la santé mentale et se renseigner un peu plus sur à quoi ça ressemble une crise psychotique. Et c'est un peu comme le schéma qu'on se faisait sur la dépression, sur les choses comme ça, où t'as toujours eu l'image du mec dépressif, donc alcoolique forcément, qui est dans son appartement, qui est sale, qui est machin, qui est truc, alors que la dépression, c'est pas ça en fait. Non, tu peux croiser des gens très souriants qui sont déprimés. Non, mais c'est ça, et du coup, je pense que ce que les gens ont du mal, c'est ce qu'il disait notamment Diego sur le fait que ce soit différent. Différent, c'est l'inconnu. Et en fait, le problème de la santé mentale, c'est qu'elle a autant de visages qu'il y a d'êtres humains. Et donc le problème, c'est que je comprendrai jamais les problèmes de santé mentale, les tiens ou ceux d'Albert, parce qu'en fait, c'est pas les miens. Ça me concerne pas dans ma tête. C'est pas ma tête. C'est pas mon passé. C'est pas mon vécu. C'est pas mes sentiments. C'est pas mon ressenti. C'est pas mon corps. C'est pas. Et en fait, c'est impossible d'essayer de comprendre le problème de santé mentale de quelqu'un. Bon, à moins que tu sois un professionnel là-dedans. Mais en fait, après, on ne demande pas non plus de le comprendre. On demande de l'accepter, en fait. Que la personne a un trouble un comportement mental et que c'est OK, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va te sauter à la gorge et te tuer quand tu seras endormi, quoi. Ouais. Alors, effectivement, est-ce que c'est nécessaire de le comprendre ou pas ? Je pense qu'en tout cas, ce qui est nécessaire, c'est d'en parler. Ouais. Et je pense que si aujourd'hui aussi, on commence à sortir très lentement des tabous, c'est parce qu'il y a eu différents courants, souvent des courants militants, qui ont commencé à parler de troubles de la santé mentale qui se sont créés suite à des événements traumatiques. Je pense particulièrement aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui se sont réunies dans des espèces de groupes de parole, qui existent d'ailleurs pour tous les troubles de la santé mentale, en train de décrire des événements traumatiques et qu'est-ce que ça avait provoqué. Ou par exemple, chez le personnel soignant qui a vécu le Covid comme étant une guerre, et qui souffre aujourd'hui plus d'un syndrome post-traumatique. D'ailleurs, petite parenthèse, une étude canadienne qui a été faite sur les infirmières, particulièrement au Québec, a démontré qu'elles ont double fois plus de chances et de probabilités d'avoir un trouble de la santé mentale que la population générale. C'est expliqué Donc, par... quand on parle de contexte, encore une fois, évident, c'est évident, c'est des institutions derrière qui sont malveillantes ou des contextes socio-historiques. J'imagine même pas ce que ça doit être parce qu'on n'en a pas des études... sur les personnes racisées ou sur les personnes homo, des choses comme ça. Quel est le pourcentage, en fait, pour ces personnes-là de troubles de la santé mentale ? Et du coup, justement, pour faire suite à ça, tu parlais justement que ça venait souvent de courants militants. On a eu cette question que je trouve vraiment cool parce que c'est un nouveau terme, mais en même temps, tu n'as pas l'impression que ce soit nouveau puisque... pensez-vous que le burn-out militant touche seulement les nouvelles générations ou avons-nous juste mis un mot sur un mal-être déjà existant, notamment avec l'éco-anxiété qui tend à devenir de plus en plus exacerbée au vu du désastre vers lequel on se dirige. Tout à fait. Alors, je ne pense pas que ce soit récent. En tout cas, ça a priori déjà été répertorié au sein du Parti communiste français en 1940 et aussi en mai 68. Qu'on embrasse.
Oui. qu'on- Pour les peu de membres qui restent. Donc effectivement, Pas tous, hein. juste pour le rappeler, le burn-out, ça s'appelle également le syndrome de l'épuisement et c'est dû à un stress prolongé qui a des répercussions physiologiques liées souvent à une fatigue qui est émotionnelle, physique et mentale. Voilà. Ok. Donc autant c'est quelque chose qu'on a pu décrire dans un premier temps dans le monde du travail, autant ça peut être présent dans n'importe quelle sphère où une personne a tendance à s'engager d'une façon très active et très très forte. Et qui dit engagement actif et fort dit peu de temps pour soi, peu de recul face à certaines situations, peu de Charge protection. mentale aussi. Charge mentale aussi. Finalement, Ouais. est-ce que c'est pas lié ? Peut-être. Bah, c'est une amie qui me parlait d'une amie à elle qui en fait a fait de l'endométriose, enfin qui fait de l'endométriose. Et en fait, suite à tout ça, vu tous ces problèmes, elle allait beaucoup voir des professionnels gynécologiques. Et donc, elle a subi beaucoup de violences gynécologiques, notamment d'un gynécologue qui, Dieu soit loué, n'exerce plus maintenant, puisqu'elle l'a poursuivi. Et en fait, suite à ça, elle s'est surengagée sur l'endométriose. Et elle a fait des interviews, elle a écrit plein de trucs, elle a été, elle a fait trop de trucs. Et ça, c'est encore une fois le lien entre le mental et le physique, c'est que au final physiquement ça allait, puisque écrire un article c'est pas non plus compliqué, ou témoigner c'est pas non plus compliqué, mais au niveau mental tellement compliqué qu'elle en faisait des malaises. Et donc elle en a fait un, et heureusement elle s'est repris en main très vite en mode ah, mince, là en fait je suis en train d'aller trop loin, et ça elle a tellement, je pense, pris le truc à cœur, à y penser dès que tu te lèves, à tout ça, qu'effectivement, je trouve ça assez dingue, en fait, à quel point le militantisme, qui est une bonne chose, peut être aussi destructeur pour la santé mentale. Oui, tout à fait. On revient toujours à cette idée de mauvaise prise en charge du stress, et qu'il soit dans la sphère militante ou dans la sphère professionnelle. C'est vraiment un sujet, il y a un sujet qui pour moi reste tabou aujourd'hui, en fait, c'est le stress, c'est comment on gère, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, à quoi il ressemble, on ne le ressent pas tous de la même façon, et comment faire pour prendre de la distance, pour se ressourcer aussi face à ça, à ces événements-là. Mais moi je pense que ça a toujours existé, mais qu'aujourd'hui c'est peut-être aussi potentialisé avec les réseaux, je pense principalement au cyberharcèlement, qui a l'air d'être un véritable problème C'est un pour fléau, clairement, d'Internet. Voilà, donc ça, plus les réseaux, plus les médias, plus l'écologie, plus toutes les crises qu'on a connues et qu'on continuera à connaître, c'est une évidence que ça génère de l'anxiété. Mais aussi la parole est plus ouverte, donc s'il faut finir sur une note positive, c'est que autant il y en a peut-être plus des troubles liés au militantisme, autant il y a une ouverture de parole, en fait. On met un peu de lumière sur des choses. Et je pense que ces espaces-là restent des espaces qui sont safe, où les personnes peuvent se permettre, en fait, d'en parler entre elles. Ouais. Et ça, c'est déjà super. Ouais, c'est déjà bien, c'est clair. Et estimez-vous que la prévention concernant la santé mentale en France est aujourd'hui suffisante ? Et sinon, que faudrait-il mettre en place pour sensibiliser encore plus sur ce sujet ? Alors, la prévention concernant la santé mentale en France est-elle suffisante ? Bah non, elle n'est suffisante nulle part. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place ? Oui, attention, il y a des choses qui sont mises en place et on en parle de plus en plus, particulièrement depuis Covid-19. Il y a d'autres pays dans le monde où on va consulter un psy comme on va chez le coiffeur. Je parle par exemple de l'Argentine, pays que je connais bien. Donc on peut sensibiliser la population à l'existence d'espaces de parole et de professions comme les psys, mais c'est pas pour autant... est-ce que ça opère en tant comme une forme de prévention ? Voilà, j'ai mes doutes quant à la réponse à accorder à ces questions. Donc la prévention en matière de santé mentale, elle est fort difficile à définir, puisque ça touche aussi bien l'éducation que plein d'autres domaines de la vie. Mais bien évidemment, ce serait quand même important qu'il y ait un peu plus de moyens financiers accordés à tous les services qui touchent de près ou de loin à la santé mentale. Je pense aux centres médico-psychologiques ou aussi bien aux hôpitaux psychiatriques et aussi
à d'autres formes de prise en soin des phénomènes de souffrance psychique. Florence, qu'en penses-tu de la prévention contre la santé mentale en France? Quelle est ta solution miracle? J'en ai pas. Mais de manière générale, la prévention n'est pas un mot qui résonne beaucoup dans le système de santé français. Que ce soit sur les troubles psychiques comme les troubles physiques. C'est là où je trouve que les médecines complémentaires ont vraiment leur rôle à jouer. Pour la santé mentale particulièrement, je suis désolée, j'ai pas de solution miracle. Mais en tout cas, il est clair qu'une intervention précoce engendre un bon rétablissement. Ouais. Donc, commencer par tout simplement chacun d'entre nous, en fait, savoir que potentiellement, on a des personnes autour de nous qui font peut-être une dépression, qui ont un trouble anxieux généralisé ou autre. Commencer par les approcher, par les écouter de façon attentive et active, les réconforter, les informer, les encourager aussi à se renseigner sur les outils qui sont disponibles et les encourager à aller voir un psychologue, un psychiatre, ce qui leur convient le mieux. Et pour revenir sur un peu le sujet que Diego avance sur les moyens mis en place, il y a aussi un certain, ce que j'ai entendu moi, un certain désintérêt de la part des étudiants en médecine et du coup ce qui se répercute sur le nombre de praticiens de la santé mentale. Ça n'intéresse pas, notamment par manque de moyens. Forcément, j'imagine que ça a une conséquence assez grave sur la prise en charge et sur la prévention. Il faudrait, je pense, peut-être demander à un étudiant en médecine ou même des infirmières ou infirmiers. Mais je pense que ne serait-ce que dans les soins hospitaliers, à mon sens, la psychiatrie est très délaissée en termes de moyens. On l'a vu en plus là pendant la crise du Covid. Effectivement, il y a eu des fermetures de lits absolument partout, mais particulièrement en hôpital psychiatrique, alors que la demande a presque doublé pendant les premiers confinements. Donc oui, il y a un manque de moyens, c'est certain. Il y a eu quelques bonnes choses, comme le gouvernement a sorti un espèce de chèque pour accéder au psy, mais qui est très restreint en termes d'âge. Je crois que il faut avoir entre 18 et 24 ans. Et oui, les troubles de la santé mentale sont plus fréquents chez les jeunes, chez les adolescents et chez les personnes âgées, mais ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, le limiter à un âge précis, ça éloigne le reste de la population du soin. Ouais, c'est clair. Mais ça rejoint l'autre question du coup sur le Covid où on demande si la santé mentale reste une préoccupation secondaire des gouvernants et des entreprises en fait. On l'a bien vu, notamment avec le télétravail, tout ça, ça a été très perturbant pour tout le monde. Et c'est vrai que ça donne une impression de second plan. Alors oui, et pourtant je pense que pendant le Covid, le Covid a fait revenir un peu la santé mentale sur le devant de la scène, parce qu'on s'est permis d'en reparler alors qu'on n'en parlait pas forcément avant. Après, ça reste, ça va persister tant que ça restera aussi vu comme un problème individuel en fait, du fait de la personne et pas du fait d'un contexte socio-culturel, voire historique, par exemple comme le care. Oui, si on revient sur cette notion du care, les personnes qui travaillent dans le care, si elles ont aussi plus de troubles de la santé mentale ou elles sont plus sujettes à des troubles de la santé mentale, c'est dû au care en soi, c'est dû à ce positionnement-là. Donc dire que c'est juste du fait de la personne parce qu'elle ne veut pas faire d'efforts, ça n'améliorera pas les choses. Et donc, avant-dernière question, avant de terminer ce podcast, comment finalement peut-on équilibrer les questions de santé mentale face aux injonctions d'autres mouvements, notamment le body positive, l'affichage de succès professionnel? Ça rejoint vraiment les réseaux sociaux. Où, en parlant stats, Instagram qui a été jugé le réseau social qui rend le plus déprimé les ados, notamment, par voie de comparaison, tout simplement. Oui, tout à fait. Je pense que quand on baigne dans un milieu rempli d'injonctions, il est vraiment très compliqué d'être acteur de sa propre santé mentale et que dans ces cas-là, il faut déconnecter. Il faut déconnecter et il faut aussi se dire que Instagram et d'autres réseaux, c'est pas comme la télé. On peut choisir en fait les contenus qu'on a. Et donc il faut peut-être aussi recalibrer ces contenus-là, essayer de suivre des comptes plutôt positifs et pas être tout le temps dans la comparaison avec autrui pour se sentir mal, avec des injonctions sur le corps, sur la santé de manière générale, sur comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut être heureux, il faut sourire, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, etc. etc. Non, stop, pitié. Carpe diem. Voilà. Corneille, si tu nous écoutes. Non, mais c'est vrai que même tu vois, le mouvement body positive, qui est un bon mouvement en vrai, c'est très cool. Mais tu sais, cette injonction, encore une fois, il faut aimer ton corps, même avec ses défauts. T'es là, si j'ai envie de changer, mais oui, si j'ai envie de changer, c'est ça. Si ça me perturbe, si
c'est assez compliqué, en fait. Oui, et puis quand tu es en dépression, tu n'aimeras peut-être pas ton corps. Et en fait, on a beau te dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, ça ne changera pas parce que tu souffres d'un dérèglement, tu souffres d'un trouble de la santé mentale. Et du coup, non, ça n'aide pas. Je pense qu'il est important de s'écouter et de trouver ce qui nous fait du bien et ne pas hésiter en fait à déconnecter des réseaux. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il est possible d'atteindre réellement ce plein équilibre en santé mentale ? Alors, on revient à cette première partie de qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise santé mentale. Donc, atteindre un plein équilibre, est-ce que ce ne serait pas aussi catégoriser la santé mentale entre bonne et mauvaise ? Je pense que ce qu'il faut, c'est naturaliser le prendre soin de soi, en fait. Ouais. D'arrêter aussi de culpabiliser les individus, de toujours les remettre dans un contexte précis, des événements traumatiques, des institutions malveillantes, une hérédité, ou peu importe. Et que chacun puisse se déstigmatiser et apprendre à vivre à sa façon avec les outils qu'il a à sa portée, les troubles de sa santé mentale. Ouais. Et du coup, effectivement, il n'y a pas d'équilibre possible. Enfin, si on ne travaille pas dessus et travaille sur sa santé mentale, chacun son propre équilibre, en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a pas un équilibre parfait. On y revient. Est-ce que ce ne serait pas aussi une injonction, finalement, de dire qu'il y a une santé mentale parfaite ? Non, c'est complètement subjectif. Diego l'a dit à plusieurs fois. Il y a clairement une notion de subjectivité dans le bien-être. On ne se sent pas tous bien de la même façon en faisant les mêmes choses. C'est vrai. Ouais. Avant de terminer ce podcast, on va passer aux recommandations liées à la santé mentale. Florence, quelle est ta recommandation Il en faut juste une. Ou plusieurs, si tu peux on est que 3 à en faire, donc tu peux totalement te laisser aller. Te lâcher. Je peux me lâcher, cool. Juste pour revenir du coup sur tout ce qui est pour la prévention, je pense que ce qui peut être une bonne idée, c'est la représentation artistique. Je sais pas vous, mais je pense que si d'anciennes générations, même la nôtre, on avait grandi avec des séries du style Euphoria, United States of Tara, 30 Reasons Why, ou la chanson de Pomme que Albert chante si bien, ou du Billie Eilish, des choses comme ça, qui font vraiment référence à des troubles de la santé mentale, peut-être aussi qu'on y verrait un peu plus clair. Ouais, ok, ouais. Donc se plonger dans la culture pour essayer de voir qu'on n'est pas solo, quoi. Ouais, et ma dernière recommandation, c'est une super formation qui s'appelle Premier secours en santé mentale. Sarah la connaît par cœur, je ne cesse de la recommander. En fait, ça reprend un peu la même logique que les premiers secours classiques, de pouvoir alerter, prévenir et secourir, mais pour les personnes qui sont atteintes de troubles de la santé mentale. Albert ? On passe à moi ? Ok, j'allais passer à toi. Non, moi. Vas-y. Moi, je vous conseille les 3 épisodes d'Entendez-vous l'écho sur la santé mentale, une histoire d'économie, qui revient sur donc l'aspect un peu plus économique de la santé mentale, mais aussi tout. Dans le premier épisode, notamment, ils reviennent sur comment ça a été appréhendé, surtout à la fin du 19e et jusqu'au début 21e, et notamment sur le manque de moyens, sur l'hospitalisation comme on l'a vu avant, l'exclusion aussi de la société des personnes qui subissent des troubles de la santé mentale. C'est assez intéressant. Okay, ouais. Je pense que Foucault aussi est à recommander quand on parle d'institution. Non, pas Jean-Pierre, Michel. Jean-Pierre aussi, finalement. On embrasse aussi. Qu'on embrasse. Et toi, Sarah, ta petite alors, recommandation ? question d'abord, il dure combien de temps des épisodes ? 58 minutes. Ah oui, d'accord, donc faut se prendre bien 3 heures, quoi. Ouais, il faut s'accrocher un peu parce que faut suivre, c'est assez rythmé quand même, okay. Et ça balance pas mal d'informations et ça reste des spécialistes qui parlent quand même, donc c'est compréhensible largement. Moi j'ai compris, alors je connais que dalle, mais il faut quand même un peu s'accrocher. Ouais. Et ben moi, ma recommandation, puisque tout le monde me le demande et hurle au micro de savoir qu'est-ce que je recommande. J'ai demandé, mais personne n'a entendu. c'est un jeu vidéo. Vraiment tout petit qui dure seulement 30 minutes et ça s'appelle Adventures with Anxiety qui en fait on incarne un loup tout rouge qui représente l'anxiété d'une jeune femme et notre but c'est de la protéger par le biais de différentes peurs en fait et donc ça peut être la peur de pas être aimé, la peur de mourir, la peur de plein de trucs, donc tu choisis un petit peu comment tu la protèges. Et en fait, c'est vraiment vaincre... la morale est très belle, en fait, sur vaincre sa dépression. Finalement, ne pas combattre l'anxiété, mais essayer de l'apprivoiser, comme tu apprivoiserais un loup ou un animal. Et c'est très beau, c'est très drôle aussi.
Et donc voilà, c'est un petit jeu à faire qui est très très cool. Et donc, c'est ainsi que se termine ce podcast. On espère qu'il vous a plu. On remercie donc tous les abonnés, encore une fois, pour leurs questions très pertinentes. Diego, pour ses interventions et les vocaux qu'il nous a envoyés. Et Florence, d'être venue parler avec nous de santé mentale. Merci Florence. Merci à vous, c'était Merci, avec Florence. plaisir. Et finalement, n'oubliez pas que la meilleure personne qui peut connaître l'état de votre santé mentale, c'est vous. Merci et à bientôt dans un prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci.